commencer, le bâtiment en Ille-et-Vilaine, ce que ça représente en termes de nombre d'établissements et d'emplois salariés. Donc on est sur à peu près un peu moins de 7500 établissements en Ille-et-Vilaine, ce qui représente 28% des établissements bretons. Et puis dans ces établissements, 60% n'ont pas de salariés. Alors ce chiffre peut vous sembler important, mais en fait la Bretagne c'est la région qui a le taux d'établissements sans salariés le plus faible au niveau national. Les établissements employant des salariés, au total c'est un total de plus de 23 500 salariés qui sont employés dans ces établissements-là, et ça représente un tiers des emplois salariés du bâtiment en Bretagne. Et donc l'ensemble de ces établissements ont réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 3,2 milliards sur l'Ille-et-Vilaine, ce qui représente un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires total breton. Le chiffre d'affaires Bretagne, c'est 9,1 milliards en 2022. Donc on va commencer par le point sur le marché du logement. Et pour commencer avec les logements commencés, alors vous verrez dans mon diaporama, donc vous avez les chiffres pour l'Ille-et-Vilaine, les évolutions sur la Bretagne et les évolutions au niveau national. Alors effectivement, il y a beaucoup de rouge dans cette diapositive. Ce qu'on peut dire, c'est que à fin janvier 2024, en cumul 12 mois, 7800 logements ont été construits en Ille-et-Vilaine. Si on le compare au niveau de l'année dernière, à la même période, c'est près de 3700 logements qui ont été construits en moins en Ille-et-Vilaine sur une année. Donc une chute brutale effectivement de la construction neuve de logements, et vous voyez que cette chute elle est vraiment marquée sur les marchés les plus importants du département, que ce soit le marché de l'individuel pur, donc la maison individuelle pure, c'est un permis, une maison, et le collectif sur les appartements. L'individuel groupé, en fait, c'est ce qui représente la promotion sociale et privée, où là, on a un permis pour plusieurs maisons individuelles. Vous voyez que sur l'Ille-et-Vilaine, ce segment, il se porte plutôt bien, mais on est sur des volumes un peu plus réduits, avec 600 logements construits. On voit aussi que l'Ille-et-Vilaine a un décrochage plus important qu'au niveau de l'ensemble de la Bretagne et qu'au niveau France entière. Si on regarde du côté des autorisations, on constate également un décrochage des autorisations de façon un peu similaire de ce qu'on a observé sur la maison individuelle pure et sur les logements collectifs. Plus important qu'au niveau Bretagne et plus important qu'au niveau France. Ce qu'il faut quand même aussi avoir en mémoire, ce que je pouvais le dire aussi sur la partie mise en chantier, c'est que la période de comparaison intègre aussi une période où les niveaux de mise en chantier et les niveaux d'autorisation étaient très élevés, notamment sur les autorisations liées à la mise en place de la RE 2020 au 1er janvier 2022, qui par anticipation a fait qui a provoqué un nombre important de permis de construire déposés. Donc voilà, il y a eu aussi la période de comparaison intègre des périodes où les niveaux de permis de construire étaient très très importants. Mais ça n'empêche que les décrochages et la chute, elle est brutale et plus importante qu'au niveau de la Bretagne et au niveau de la France. C'est intéressant de regarder sur une série longue. Là, on a une série depuis 2001. Et si on regarde le niveau actuel des mises en chantier et des autorisations, on voit qu'on arrive à des niveaux similaires au niveau de 2020. Donc 2020, la crise sanitaire. Donc voilà, nos niveaux de construction en cumul 12 mois, c'est similaire à l'année 2020. Et si on revient plus loin en arrière, c'est similaire aussi à l'année 2010. Mais entre 2010 et 2024, le département il a gagné plus de 100 000 habitants. Donc vous imaginez bien que les besoins en logement ils ont aussi augmenté avec des niveaux de mise en chantier ou d'autorisation qui sont restés similaires. Cette diapositive pour vous indiquer que qu'on reste sur des besoins en logement importants en Bretagne, puisqu'on est un territoire économiquement dynamique et attractif au niveau de la démographie, avec un territoire économiquement dynamique parce qu'on a un emploi salarié qui est en constante progression
et notamment en Ille-et-Vilaine, où la dynamique d'emploi salarié est la plus importante. Et puis vous voyez également aussi au niveau de l'évolution de la population, la région Bretagne est une région très attractive, donc avec des besoins en logement qui restent importants. On estime ces besoins sur la région Bretagne autour de 21 000 logements à construire par an pour satisfaire les besoins en nouvelle population, en desserrement des ménages et en changement d'attribution des logements. Si on regarde le marché des bâtiments non résidentiels, alors les bâtiments non résidentiels, ça concerne tout ce qui est autre que le logement. Donc vous avez les bâtiments agricoles, les locaux industriels, les commerces, les bureaux, les équipements publics. Et là, voilà, il y a un peu plus de vert et sur le département d'Ille-et-Vilaine, donc c'est un des côtés positifs à souligner sur la partie des bâtiments non résidentiels avec des bons niveaux d'investissement. Bon, vous voyez que c'est pas sur l'ensemble des marchés, mais en fait, les deux principaux marchés que sont les bâtiments agricoles ou les entrepôts, on a des évolutions très positives sur ces marchés et également sur les équipements publics. Où là on est à N+3 par rapport aux élections municipales et intercommunales. Et là on voit qu'en fait les investissements des communes ont redémarré, les mises en chantier sont effectives et l'activité a repris sur ce secteur des équipements publics qui est très dépendant des élections. Si on compare par rapport au niveau de la Bretagne, on voit que la Bretagne est plutôt dans une situation plutôt décroissante avec une augmentation des bâtiments agricoles qui n'a pas compensé en fait la baisse sur les autres marchés, la baisse très importante que ce soit en industrie ou en bureau. Et puis en France, vous voyez, on est sur des baisses générales. Du côté des mètres carrés autorisés de bâtiments non résidentiels, par contre ici, la situation est plus dégradée. On n'a que les autres locaux qui sont sur une évolution positive. Les autres locaux, ça représente en fait les hôtels, les surfaces autorisées en hôtel par exemple. Ce qu'on peut voir par rapport à la situation de la Bretagne, c'est qu'en fait la situation des bâtiments agricoles au niveau de la Bretagne en termes d'autorisation a permis de compenser la baisse sur les autres marchés et on arrive à une stabilisation en Bretagne. Sur une série longue, par la situation des bâtiments non résidentiels en Ille-et-Vilaine, on voit une situation contrastée en fait entre les locaux commencés et les locaux autorisés. Si on regarde ces deux courbes en fait depuis 2001, on voit que les locaux commencés et autorisés se suivent en fait. Mais par contre, sur la dernière année, sur les 2 dernières années, on voit en fait que la situation est complètement contrastée entre locaux commencés, donc en vert, qui était plutôt dans une situation baissière en 2023 et qui réaugmente en 2024, et les locaux autorisés, où là on est plutôt sur une situation inversée, où l'augmentation était forte en 2023 et on est plutôt sur une baisse. Donc une situation contrastée sur les locaux qui est vraiment à souligner parce que c'était pas une situation qu'on rencontrait les années précédentes. Donc voilà sur la partie construction neuve de logements et de locaux. Je vais pouvoir passer sur la partie du marché de l'entretien-rénovation et vous proposer donc les évolutions d'activité sur ce marché au 4e trimestre 2023. Ces résultats sont issus d'une enquête que nous menons en Bretagne auprès d'entreprises présentes sur le marché de l'entretien-rénovation. Et ce qu'on peut voir, et le point positif vraiment de la Bretagne, c'est la région la plus dynamique en termes d'activité, de volume d'activité sur ce marché spécifique de l'entretien-rénovation qui, je vous rappelle, représente quasiment la moitié de l'activité des entreprises du bâtiment. On est à plus 4,6 au 4e trimestre 2023 par rapport au 4e trimestre 2022. Au niveau France, on est à plus 2,6. On est la première région, donc région très dynamique. Première région au niveau de la rénovation des bâtiments non résidentiels, où là la progression de l'activité s'établit à plus 6,4%, alors qu'en France on est à plus 2,2%. Et puis en termes de logement, on est à plus 4,2%. Voilà. Vous voyez, la Bretagne se porte très bien, comme l'axe un peu la façade atlantique avec les Pays de la Loire, on est à plus 4,5%. Et Nouvelle-Aquitaine, plus 3,7% sur ce dynamisme de le marché de l'entretien-rénovation. Donc
Donc c'est vrai que pour les mois à venir, il ne faudrait pas que les modifications sur MaPrimeRénov' modifient ce dynamisme sur le marché, même s'il y a eu des modifications tout à fait récentes et des retours en arrière sur les monogestes. Sur l'appareil de production, je voulais insister sur les chiffres en termes de salariés, puisque donc vous êtes des entreprises, vous accueillez des salariés. Donc dans le secteur ici de la construction, donc ça intègre le bâtiment et les travaux publics, on est autour de 30 000 salariés. Ce qu'il faut noter au troisième trimestre 2023, c'est qu'il faut noter en Ille-et-Vilaine comme au niveau de la Bretagne. On arrive sur une stabilisation de ces effectifs salariés au troisième trimestre 2023, mais on est sur des niveaux les plus hauts depuis 2008, où voilà, la crise, et puis les bas niveaux de 2016 avec la crise des subprimes qui a affecté le secteur du bâtiment. Donc le point important à noter, c'est que les entreprises ont gardé leurs effectifs suite à la crise Covid. Ces effectifs ont toujours progressé depuis 2020 et là on arrive dans une phase de stabilisation. Alors qu'au niveau France, on est déjà sur une diminution de ces effectifs salariés. Ce que je voulais vous proposer aussi, c'était donc la pyramide des âges. Donc là, c'est au niveau de la Bretagne. L'âge moyen des salariés de production, donc y compris les apprentis, on est sur l'âge moyen de 37,5 ans en 2022 et c'est plutôt une stabilité par rapport aux années précédentes. Ce qu'on peut remarquer si on compare avec la pyramide des âges de 2018, c'est qu'il y a eu des modifications sur certaines tranches d'âge. Donc en 2022, c'est l'histogramme en jaune bien rempli et 2018 c'est en filigrane. Ce qu'on remarque, c'est une augmentation importante des moins de 25 ans. En 2022, ils représentent 17%, alors qu'en 2018, c'était un peu moins de 15%. Donc, lié effectivement à l'évolution à l'augmentation de l'apprentissage au sein des entreprises, puisque ces chiffres intègrent les apprentis. Et ce qu'on remarque également, c'est une diminution de la tranche d'âge 25-35 ans en 2022 par rapport au niveau de 2018. Si on s'intéresse à l'âge moyen par métier, alors c'est pas pour stigmatiser des professions, mais pour aussi avoir un ordre de grandeur par rapport à certains métiers. On a des âges moyens différenciés par métier, avec des métalliers et des peintres qui sont sur des âges moyens les plus âgés, un métallier 39 ans et demi et le peintre 38,4, alors que les charpentiers et les plombiers sont les plus jeunes parmi les métiers présentés, 35 ans en âge moyen pour les charpentiers et 36,3 ans pour les plombiers. Rapidement, peut-être un point sur l'intérim. On assiste sur ces derniers mois à une baisse plus forte en Ille-et-Vilaine au niveau de l'emploi intérimaire. Et cette baisse s'accélère. Et si on regarde sur les demandeurs d'emploi, sur la diapositive suivante, on voit qu'on assiste à une hausse des demandeurs d'emploi sur le quatrième trimestre 2023, plus 7,5% par rapport au quatrième trimestre 2022. La hausse, elle est plus importante qu'au niveau régional. Donc c'est des demandeurs d'emploi, catégorie A, donc disponibles, recherchant un emploi dans la construction. Cette dernière diapositive, j'espère que je n'ai pas été trop rapide et que vous avez tout bien compris, elle présente en fait des estimations des besoins annuels en emploi pour vous dire que les besoins en emploi sont encore prégnants mais ça vous le savez, dans les entreprises du bâtiment. Au sein de la cellule économique de Bretagne, on réalise un travail d'estimation des besoins en emploi à partir de l'estimation d'un chiffrage d'activité, d'un chiffre d'affaires à l'horizon donc de 2028. Sur une hypothèse d'une baisse d'activité entre 2022 et 2025, et puis une augmentation de l'activité entre 2026 et 2028, on a donc estimé des besoins en emploi donc par métier à hauteur de 1500 emplois par an d'ici 2028, ce qui fait au global sur cette période environ un peu moins de 10 000 emplois dans les différents métiers.
Et à noter que ces besoins en emploi sont vraiment liés au départ en retraite, avec un niveau de départ en retraite important d'ici 2028 dans les différents métiers de vos professions. On part de haut en Ille-et-Vilaine et on part de haut en Bretagne, donc effectivement on est sur des chiffres qui sont en décroissance, mais qui restent au niveau de la volumétrie globale, malgré tout, pas si mauvais que ça, donc soyons positifs et faisons en sorte que effectivement ça aille mieux dans le futur. Donc pourquoi aussi ces formations sont des formations d'avenir? Tout d'abord par rapport à la qualité de l'enseignement qui est comment dire, donnée dans nos CFA, et aussi cette formule de l'alternance dans laquelle moi je crois beaucoup, où les jeunes ont la capacité à apprendre à la fois dans leur CFA mais aussi dans nos entreprises. Ça nous permet quand même de former des jeunes, je vais dire, dans notre moule d'entreprise, parce que malgré tout c'est quand même intéressant de les intégrer dans nos équipes, leur faire comprendre les valeurs qu'on donne à nos métiers, et de créer par cela même aussi, sur un certain nombre d'années, parce que c'est une formation qui est assez longue, l'apprentissage, une relation de confiance entre le jeune, ses collègues de travail et nous, chefs d'entreprise. Et ça nous permet aussi de construire des relations comment dire, à long terme. Pour ce qui est de mon propre cas, on a toujours formé, on a toujours entre 2 et 3 apprentis en tout dans l'entreprise, chaque année, et on en garde entre 1, on va dire, entre 50 et 66%. Donc quand j'entends certains de mes collègues se plaindre de la difficulté de recrutement, ce qu'on entend très régulièrement, écoutez, je vous invite, chers collègues entrepreneurs, à faire comme nous, à former des jeunes à la façon dont vous voulez qu'ils soient formés. Comme ça vous ne pourrez pas vous plaindre qu'ils seront ou mal formés ou pas présents. Je trouve que c'est vraiment une source de sourcing pour nos entreprises qui est très intéressante. Et toujours par rapport à la situation économique qu'on nous a décrite, j'appelle aussi donc vous tous, mes chers collègues, alors on n'est pas très nombreux ce soir, mais j'espère que ma voix va passer à travers les murs, à ne pas recéder à nouveau à cette fameuse tentation de la soupape apprentie, qui est que quand on a un cahier des charges qui paraît se contraindre un petit peu, qu'on a l'intention de se dire écoute, je ne vais pas reprendre d'apprenti à la rentrée parce que déjà je me demande un peu si je vais réussir à occuper tous nos gars. Ça ne sera jamais financièrement un apprenti, avec les aides dont on bénéficie malgré tout aujourd'hui et pour lesquelles on se bat pour les maintenir, qui vont mettre en péril donc l'avenir financier de votre entreprise. Mais par contre, le fait de ne pas former, de ne pas avoir ces jeunes-là dans vos structures quand l'économie va repartir, c'est là qu'à un moment, l'argent que vous devriez regagner pour compenser des périodes un peu plus dures, vous n'irez pas le gagner. Donc, continuez cette démarche, continuez à accueillir des jeunes chez vous. Il faut aussi penser que malgré tout, aussi, la pyramide des âges que vous nous avez montré tout à l'heure montre qu'on a quand même un avenir plus ou moins proche, un renouvellement de nos compagnons à effectuer, et c'est là quelle meilleure solution que l'apprentissage une nouvelle fois pour y penser. Donc n'oublions pas ça, ne nous retrouvons pas comme on a pleuré pendant certaines années avec des énormes creux de génération, avec un subit manque de main-d'œuvre où on va être obligé d'aller la chercher ailleurs. Commençons par cultiver notre terroir. La Fédération du bâtiment en elle-même aussi est très proche bien sûr des CFA et de la formation des apprentis. On met à l'honneur chaque année au niveau de nos différentes AG de pays, que ce soit donc à Saint-Malo, Dinard, Fougères, Redon, Vitré et bien sûr Rennes, les jeunes qui ont été médaillés au niveau des concours de meilleurs apprentis. Également, on a un soutien tout particulièrement cette année les World Skills qui vont avoir lieu mi-septembre donc à Lyon, où nous allons nous-mêmes nous déplacer pour soutenir un jeune que nous avons qui fait partie de nos entreprises, qui va représenter le métier de carreleur World Skills et qui va, j'en suis sûr, faire honneur à son entreprise et à l'ensemble de nos entreprises d'Ille-et-Vilaine. C'est quelqu'un de très motivé et qui gagne à être connu. Donc j'espère qu'on lui souhaite le meilleur pour cette magnifique grand-messe de la réussite de nos jeunes en formation. Et enfin, bien sûr, une proximité toute particulière avec le CFA de Mangermont, qui nous a ouvert ses portes lors de la dernière rentrée,
un magnifique site, on ne peut pas dire le contraire, qui remplace un site qui en avait bien besoin, Saint-Grégoire, avec plein de nouvelles idées, plein de nouvelles formations en vue, et j'en suis sûr, toujours une volonté de coller au plus proche de l'évolution de nos métiers, que ce soit en termes de dimension environnementale, dimension technique, et là-dessus, je suis sûr que nous aurons encore beaucoup de fois l'occasion de nous rencontrer et de faire en sorte que la formation qui est dispensée dans nos CFA soit la plus proche possible des besoins que nous avons dans nos entreprises. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir un apprenti cette année qui est merveilleux, qui a toutes les qualités que l'on recherche en tant que chef d'entreprise. Ça n'a pas toujours été le cas et pourtant la volonté de transmettre les informations était toujours aussi forte. Pour cela, je remercie vraiment mes techniciens de transmettre leur savoir et à des personnes qui sont là pour les accueillir et qui sont toutes fraîches, qui ont un cerveau bien libre, qui permet de reprendre tout ça. Et aujourd'hui, transmettre le savoir à des apprentis qui travaillent vraiment en doublon avec eux en permanence, c'est vraiment renouveler le professionnalisme de terrain. Et ça, c'est très important parce que dans l'avenir, on a vraiment besoin de notre métier, à tous nos métiers qui sont très chers du bâtiment, on le sait tous, mais que s'il n'y a personne pour les remplacer, bah, c'est du savoir qui se perd, tout simplement. Donc il faut vraiment que l'on continue à aider cette démarche de pouvoir transmettre à nos confrères le discours d'un apprenti. C'est vraiment une belle chose. Qu'il faut qu'en plus on nous aide de toutes les manières possibles. L'administratif, je pensais au départ que c'était très compliqué, au final c'est plutôt assez simple, on est plutôt bien accompagné, on a des aides, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir transmettre notre savoir, donc continuons dans cette démarche. Et c'est le discours qu'on essaye de tenir auprès de tous nos confrères, de pouvoir leur inculquer la volonté d'oublier le passé avec des apprentis, comme vous le disiez, qui étaient plutôt du genre le bouche-trou, qu'est-ce qu'on va lui faire faire, ça va me coûter trop cher, ça va m'ennuyer. Et plutôt dans l'effet inverse, ou de dire simplement, aujourd'hui on a quelqu'un qui est prêt à apprendre, prêt à prendre la relève derrière nous, transmettre le savoir, et ça c'est vraiment primordial pour le bâtiment et pour toute la filière que ça représente. Le 3CA, ça veut dire Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage pour le bâtiment et les travaux publics. C'est avant tout un outil national au niveau des branches qui œuvre pour le développement et accompagner les organismes de formation au niveau de la pédagogie, de l'attractivité, de l'innovation technologique et pédagogique. Cet établissement est basé à Paris et a changé beaucoup depuis la réforme de 2018. Il a dû se réorganiser complètement puisque la réforme a imposé en fait d'ouvrir l'offre de formation à tout établissement qui aujourd'hui dispense au moins une formation dans le domaine du BTP. En 2018, des axes stratégiques ont été élaborés. Déjà de pouvoir être reconnecté au niveau des politiques de formation des territoires, vraiment pouvoir intervenir au niveau des territoires pour mieux répondre aux besoins de développement des organismes de formation dans le cadre des métiers du BTP. Investir l'ensemble des champs de la formation professionnelle, et ça c'est important parce que dans le A de 3CA c'est l'apprentissage. Mais pour 2024, on va commencer aussi à préparer tout ce qui est formation professionnelle de salariés, de demandeurs d'emploi pour de la reconversion, ce qui est aussi une révolution au sein du 3CA. Et enfin, de pouvoir accompagner et éclairer les organismes au niveau des transitions, de l'impact de toutes ces transitions dans l'offre de service. Notamment, on l'a vu dans la présentation de Madame Cariou, que en fait, les besoins évoluent au fur et à mesure, que la construction diminue, mais en attendant, la rénovation énergétique augmente. Donc voilà, il faut aussi pouvoir accompagner au niveau
des organismes de formation, tous ces impacts en termes de contenu pédagogique, en termes d'innovation, parce que c'est vrai que si on ne donne pas ce goût d'innovation à des jeunes dans le cadre de leur formation, derrière ils vont avoir aussi du mal à innover en entreprise. Et ils sont une richesse, ce qu'on a entendu, au niveau des entreprises, par cet œil neuf, des outils qu'on leur apprend au niveau des centres. Donc le fait de souhaiter se rapprocher des territoires a ouvert donc des nouveaux postes de chargés de missions territoriaux. Donc 3 postes ont été créés en 2023. Et donc je représente la partie Grand Nord de la France, puisque voilà, vous avez les différents territoires que je vais accompagner, Bretagne, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France et Grand Est. Et après, j'ai donc 2 collègues où cette fois-ci la France est coupée de façon verticale, qui ont les mêmes missions. Donc nos missions sont vraiment nouvelles au niveau du 3CA. C'est de pouvoir participer à promouvoir l'offre de services au niveau des acteurs, afin justement de rendre plus attractif le métier via les outils qui sont mis à disposition, d'être l'ambassadeur auprès des différentes branches professionnelles, et puis de pouvoir travailler en partenariat notamment avec les régions et les autres acteurs, en animant notamment un réseau sur les territoires, en intégrant bien sûr les organismes, clubs, rencontres, événements. Voilà, vraiment pouvoir être en proximité, et tout ça pour l'objectif, c'est de pouvoir remonter les besoins au niveau de chaque territoire pour pouvoir nous permettre d'être plus réactifs et de proposer de nouvelles formations. Par rapport à nos axes, la réforme en fait et toute cette réorganisation, on l'a bâtie suite à une étude qu'on fait tous les ans, un baromètre de vie des organismes de formation, justement en questionnant comment souhaitez-vous, maintenant que l'accompagnement va être différent, sur quel point avez-vous besoin de notre accompagnement. Donc 5 grandes thématiques en sont sorties, notamment tout ce qui est anticiper les évolutions, gagner en attractivité et en qualité pédagogique, promouvoir et développer l'activité, optimiser bien sûr les performances et soutenir tout ce qui est expérimentation et projets innovants. Et donc dans chaque axe, vous retrouvez en fait les services qui vont répondre à ces différentes demandes et permettre d'avoir des informations supplémentaires ou un accompagnement plus personnalisé. Notamment, on travaille sur tout ce qui est veille, veille pédagogique avec innovation. On travaille sur tout ce qui est prospective avec le WinLab et les trophées de l'innovation. Sur ça, c'est donc sur l'anticipation de l'évolution de l'environnement. Sur l'attractivité, c'est toutes les ressources pédagogiques, notamment sont mis à disposition des organismes de formation des outils numériques éducatifs comme par exemple Apsis, des ressources pédagogiques, de l'ingénierie, de la modularisation pour développer aussi la formation en continu. Pour la promotion et le développement de l'activité, là on travaille sur des campagnes. Vous avez peut-être vu, on a lancé la campagne La Construction, qui a démarré fin février sur notamment TF1, M6 et les réseaux sociaux, avec un petit film avant le 20h qui présente les différents métiers. Et au cinéma, donc vous avez eu une campagne nationale dans le cadre aussi du printemps du cinéma, le même petit spot pour promouvoir les métiers. Donc ça c'est une campagne visuelle, mais vous avez aussi une campagne digitale qui s'appelle Boost Apprentissage, où là qui est vraiment que sur les réseaux sociaux, où là où sont les jeunes aujourd'hui, avec des petites vidéos sur lesquelles ils cliquent et puis derrière ils demandent d'avoir des informations complémentaires. Et en fait ces candidatures potentielles sont centralisées sur un fichier qui est mis à disposition des établissements locaux pour pouvoir recontacter ces jeunes. Donc voilà, il y a plein d'actions qui sont mises en place justement pour la promotion, soit visuelle, soit réseaux sociaux, et qui est complémentaire après
la promotion, c'est aussi l'ingénierie, c'est aussi l'innovation, c'est les nouvelles technologies dont raffolent les jeunes. Et on participe aux événements principaux, notamment les WorldSkills, où nous serons aussi présents et on soutient toute la partie championnat final maintenant. Dans le cadre de l'optimisation de la performance, on accompagne notamment les organismes de formation avec la 3C Academy pour les montées en compétences des salariés, à la fois sur les métiers et à la fois sur la partie aussi tertiaire, le management, la partie administrative, les CERFA, les conventions, voilà, vraiment tout un dispositif ouvert à tous les salariés d'un organisme de formation. On travaille avec les maîtres d'apprentissage. Il y a beaucoup d'actions faites aussi pour essayer de limiter les ruptures, puisque c'est toujours une problématique que l'on peut rencontrer dans le cadre de son parcours apprentissage. Et enfin, le gros axe sur lequel on intervient, c'est l'expérimentation et projets innovants. Et là, on accompagne justement les organismes à avoir de beaux établissements comme celui dans lequel on est aujourd'hui, d'avoir du matériel innovant, du matériel de dernière génération, et en mettant aussi en relation ces centres avec des jeunes start-up qui peuvent elles aussi retirer profit et pouvoir être utilisées à des fins pédagogiques, mais aussi professionnelles. Donc vous avez un aperçu de tout ce que le 3CA offre en termes de services, et cette offre, elle est permise grâce à toutes les entreprises du BTP qui financent directement ces services qui sont mis à disposition des organismes de formation. Donc sans les entreprises, il n'y aurait pas d'apprentis et il n'y aurait pas toute cette partie justement d'accompagnement, d'amélioration de la formation. Quelques chiffres, donc pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui les financements qui sont dédiés justement à l'innovation, appel à projet, appel à candidature, ça représente entre 25 et 30 millions d'euros au niveau national, et dont 75 000 qui sont dédiés uniquement aux investissements innovants, donc 25 000 par an qui s'ajoutent aux autres financements. Et pour vous donner l'idée, 200 projets ont bénéficié de ces fonds depuis 2020 pour justement améliorer l'accueil et l'attractivité. Au niveau des organismes de formation, tout à l'heure je vous ai parlé de l'offre numérique des supports pédagogiques. On a plus de 55 licences, donc 55 formateurs qui bénéficient de ces outils numériques. Oui, 55 000, excusez-moi. Et sur les montées en compétences, on a 2000 collaborateurs qui sont connectés et qui bénéficient de cet accompagnement de formation. Et en gros, ça représente tout ça, plus de 200 organismes de formation qui bénéficient d'au moins un des services du 3CA. J'ai découvert les CFA parce que mon frère est maçon et qu'il a fait son apprentissage ici en bac pro. Et pendant mes 2 années de CAP, j'ai fait déjà 2 entreprises parce que mon premier patron part en retraite. Et pendant tout ça, j'ai appris plein de choses. Et pour faire évoluer mon expérience, j'ai essayé de faire un BP et de me professionnaliser encore plus et de faire plaisir aux patrons. Là, j'espère avoir mon BP et faire un BTS enveloppe du bâtiment pour être dans les bureaux et mettre en œuvre les chantiers et voir comment ça se passe aussi, pour avoir un peu le global de l'entreprise. Au début, c'est compliqué parce que tu vois tous tes amis qui sont tous ensemble, tout ça. Toi, tu travailles, t'as pas tes vacances, tu les vois, ils partent en vacances, ils sont tout contents. Toi, tu travailles, mais
Après, tu leur fais plaisir avec ce que tu gagnes, donc c'est pas mal. Hein. J'ai commencé à 15 ans. Ouais, ma maman, elle m'a dit fonce. Et toute ma famille, parce que je suis un peu une famille de manuels, ma soeur est peintre ici aussi. Et du coup, bah, tout le monde était d'accord et tout le monde ne voyait pas d'inconvénient à ce que je fasse menuisier. Mais à la base, je voulais être luthier, sauf que c'est compliqué de gagner sa vie en tant que luthier. Mais je voulais travailler le bois, du coup j'ai viré vers la menuiserie. Et ça m'a plu. Et en tant que femme aussi, on a tendance à plus nous en demander que les hommes. Du coup, il y a des fois, on a des petits coups de pression, mais on arrive à faire avec. Je suis d'abord passé par le lycée, donc j'ai fait une seconde générale, une première technologique, et puis la première ça a été un peu le déclic pour le manuel. Donc je me suis rabattu sur une formation, enfin j'ai pour objectif d'être conducteur de travaux, et j'avais besoin d'une formation qui était assez complémentaire pour me permettre d'évoluer dans ce domaine-là sans passer par une école d'ingénieur, j'ai envie de dire. Et donc j'ai trouvé cette formation, donc TBRE c'est technicien du bâtiment et organisation du gros œuvre. Et donc je me suis inscrit à cette formation. Et ça m'a beaucoup plu, donc j'espère évoluer plus tard dans les bureaux avec cette formation. Et ça a un gros avantage pour nous les apprentis, mais aussi pour vous les patrons, parce que c'est une transmission du savoir-être. C'est aussi le développement des compétences professionnelles. Donc c'est permettre le développement des compétences telles que la gestion du temps, résoudre les problèmes, le travail en équipe et la communication, donc pour nous les apprentis. C'est aussi une opportunité de networking, donc de découvrir des nouvelles personnes, de se créer un réseau et de pouvoir être en communication avec différentes personnes et différentes entreprises. C'est aussi une perspective d'emploi, ça nous fait aussi un petit bagage pour notre CV. Et puis c'est aussi une poursuite de formation. Pour vous les entreprises, si vous avez besoin de nous former dans un certain domaine, et ben vous pouvez nous aider et puis nous accompagner à poursuivre vers un BTS ou des licences pour nous perfectionner dans un certain domaine. C'est aussi une adaptabilité des besoins pour vous. Si vous avez besoin d'un apprenti qui est plutôt dans les bureaux, et ben vous allez nous prendre plutôt pour nous former dans les bureaux, ou si c'est sur le terrain pour nous former en tant que coffreur bancheur ou autre pour le domaine de la maçonnerie. C'est aussi un investissement dans l'avenir. En général, pour vous, quand vous formez un apprenti, vous y mettez du temps et de l'argent, donc vous avez envie qu'on reste avec vous. C'est aussi un renforcement de l'image de l'entreprise pour vous, parce que vous participez pour former des jeunes. Et puis, c'est s'engager dans le développement de la jeunesse aussi. Bah, pour l'instant, moi je suis dans une petite entreprise, enfin une petite moyenne, on est 20. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout pour moi qui suis grand. En général, dans les petites entreprises, bah, on n'a pas forcément tous les avantages des grosses entreprises, de tout ce qui est par exemple de la manutention, tout ça. Donc on est beaucoup à travailler au sol jusqu'à l'élévation. Et c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué, mais je m'y plais quand même parce que je suis quand même avec une bonne entreprise. Je suis très manuel et puis c'est vrai qu'en technologie je pensais déjà travailler dans le bâtiment parce que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était architecture, tout ça. Et le fait de commencer dans une petite entreprise c'est aussi un avantage pour nous parce qu'on commence au plus bas. Donc ça nous permet de nous prendre aussi plus au sérieux sur les chantiers parce qu'on connaît comment ça se passe quand même. Et puis peut-être plus tard, si je vais être conducteur de travaux, d'être pris au sérieux aussi à ce moment-là. Parce que j'ai quand même la connaissance du terrain et je pense que c'est ce qui fait l'équilibre aussi avec quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur qui a plus de compétences théoriques mais beaucoup moins de pratique. C'est vrai que dans cette formation, en plus de la pratique, on a aussi la partie études de construction. On utilise les nouvelles technologies. Donc on utilise des logiciels comme Archicad, AutoCAD, tout ça, les visionneuses. On étudie les plans, on conceptionne des plans, on réalise des plans, que ce soit sur papier ou sur informatique. Et c'est vrai que je pense que c'est une formation qui est, en plus d'une simple formation de maçonnerie, qui apporte quelque chose en plus aussi pour une entreprise, parce que peut-être qu'on va arriver face à des personnes qui seront peut-être un peu plus âgées, et le fait d'apporter des connaissances dans les nouvelles technologies, je pense que ça peut être qu'un plus. Donc Constructis, l'opérateur de compétences de la construction, ça représente 3 branches professionnelles. Donc le bâtiment, bien évidemment, les travaux publics, mais aussi le négoce de matériaux, ce qui n'est pas forcément connu.
Ça représente aussi 1,6 million de salariés. Donc ça, ce sont des chiffres de 2022, donc ça a peut-être un tout petit peu évolué. Donc là, je vous parle des chiffres au niveau national. Ça représente aussi 249 562 entreprises adhérentes, dont 99% de moins de 50 salariés. En 2022, c'est 391 766 stagiaires formés et 97 272 alternants. Donc alternants, c'est contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Constructis, c'est aussi 450 collaborateurs et 14 implantations territoriales, régionales. Alors, les missions de l'OPCO, parce qu'effectivement, comme le 3CA BTP, ça a beaucoup changé depuis ces dernières années, notamment par la réforme de 2018. Donc aujourd'hui, les 4 missions principales, on va dire, c'est tout d'abord la mission numéro 1, la mission numéro 2. Donc la mission numéro 1, c'est accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés. Donc là, on touche à tout ce qui est effectivement formation continue des salariés. Et donc toutes les formations, plutôt les formations courtes de développement des compétences. On a aussi effectivement cette mission numéro 2 qui est du coup une mission plus récente puisque c'est la réforme de 2018 qui a donné cette mission aux OPCO, qui est du coup de développer, financer et promouvoir l'alternance. Donc là, on a quelques chiffres effectivement qui sont de 2022 toujours et au niveau national. Donc c'est juste pour, je vous ai laissé ces chiffres pour comparer en fait sur les différents types de contrats, puisque là, comme vous le voyez sur les contrats d'apprentissage, on avait 89 000 contrats et 8 000 sur le contrat de professionnalisation. Donc on voit vraiment la différence entre les deux types de contrats. Voilà, et puis sur les missions, les 2 autres missions, sur la mission numéro 3, donc Constructis, c'est effectivement aussi un appui technique aux branches professionnelles en matière d'ingénierie de certification et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et c'est aussi une mission d'accompagnement toujours des branches, mais aussi des entreprises dans l'observation et l'anticipation des besoins en compétences, et notamment sur la transition écologique. Donc, juste du coup, effectivement, je vais vous reparler du contrat d'alternance. Donc, le contrat d'alternance, c'est un contrat de travail, tout simplement, que ce soit en CDD ou en CDI. Donc, c'est un contrat entre l'employeur et le salarié. Quelle que soit la taille de l'entreprise, en fait, il est possible de mettre en place un contrat d'alternance. Sur les objectifs de formation, que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro, c'est effectivement l'alternance, c'est une pédagogie en fait, puisqu'on alterne les contenus théoriques, l'enseignement théorique et les enseignements pratiques en entreprise. Et puis, quel que soit le contrat, que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro, on a une finalité à la fin qui est soit une certification, soit une qualification. Je vous ai fait un petit zoom ensuite sur la certification et la qualification. Donc, pour que ce soit un peu plus facile visuellement, du coup en orange c'est les contrats d'apprentissage, en bleu les contrats de pro, vous allez voir sur les différents slides, ce sera toujours les mêmes couleurs. Donc le contrat d'apprentissage, en fait, une personne qui veut effectivement faire un contrat d'apprentissage, la finalité, elle est, on va dire, uniquement les diplômes et les titres inscrits au répertoire national de la certification professionnelle. Donc ce sont effectivement tous les CAP, les BP, les bacs pro, les titres pro. Donc là, on a effectivement sur le contrat pro une petite différence, puisque c'est, comme vous le voyez, c'est un peu plus large. Il est possible, bien évidemment, d'avoir des contrats, des jeunes qui sont en contrat de pro et qui ont aussi un diplôme et un titre comme objectif de formation. Mais on peut aussi avoir des CQP, donc des certifications de qualification professionnelle, qui sont des diplômes qui sont définis, qui sont des diplômes de branche. Et donc des CQP qui sont inscrits ou non au répertoire national des certifications. Et puis il y a aussi, on va dire, quelque chose qui est un petit peu moins connu, c'est-à-dire qu'on peut aussi proposer, dans le cadre d'un contrat de pro, une formation à des personnes qui, du coup, on appelle ça la formation qualification reconnue dans une classification CCN. Donc CCN, Convention collective nationale, du bâtiment. C'est un peu jargonneux. Mais en fait, l'intérêt de cette qualification, c'est pour ça que je vous l'ai mis là,
c'est qu'en fait, on peut avoir effectivement une personne qui a besoin de se former, mais pas forcément sur un titre ou un diplôme, ou soit parce que le titre et le diplôme n'existent pas, soit parce qu'il y a besoin d'une formation qui soit un petit peu différente. Et donc par rapport à ça, si l'entreprise s'engage à faire monter en compétence la personne à la suite de la formation, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, avant la formation, la personne est sur un niveau de classification N1. Du coup, à la fin de la formation, si l'entreprise la positionne sur une classification N2, elle va pouvoir effectivement lui proposer un contrat pro sur cette formation-là. Ensuite, sur le public en fait éligible sur ces différents contrats, ceux qu'on connaît le plus, effectivement, on parle beaucoup du contrat d'apprentissage, puisque c'est là où il y a le plus de personnes qui sont formées. Ça s'adresse effectivement aux jeunes à partir de 15 ans et un jour ayant achevé sa classe de 3e, mais plus largement effectivement aux personnes entre 16 et 30 ans. À côté de ça, en fait, on peut avoir certaines conditions particulières, en fait, où il n'y a pas de condition d'âge, en fait, pour les personnes qui sont intéressées par un contrat d'apprentissage. Ce sont toutes les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes qui ont un projet de création reprise d'entreprise, et les sportifs dits de haut niveau. Après, on a toujours en parallèle le contrat de pro. Donc là, de la même façon, on a aussi un public de jeunes de 16 à moins de 26 ans qui peut aussi faire un contrat de professionnalisation. Et puis après, on s'adresse à tous les demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans qui peuvent mettre en place ce contrat d'alternance. Donc, pour ce contrat de professionnalisation, le public prioritaire, puisque en fait, comme on va le voir au fur et à mesure des slides, en fonction du public, s'il est prioritaire, il peut avoir des conditions différentes de durée de formation ou des aides différentes. Donc quand on parle du public prioritaire, en fait, sur ce type de contrat, ce sont des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire, donc qui n'ont pas le bac, et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel. Ça peut être aussi des personnes âgées de 16 ans et plus, inscrites à France Travail depuis plus d'1 an. Et ce sont aussi tous les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou du contrat unique d'insertion. Donc là, sur la durée du contrat, donc encore une fois, en fonction du contrat, que ce soit apprentissage ou professionnalisation, il y a des durées qui sont un petit peu différentes. Donc, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la durée du contrat de travail se situe entre 6 mois et 3 ans. Et il y a des conditions particulières. Elle peut être allongée jusqu'à 4 ans pour une personne travailleur handicapée, toujours notre fameux public un petit peu prioritaire, les sportifs de haut niveau ou en cas d'échec à l'examen. De la même façon, pour le contrat de pro, les conditions, les durées du contrat sont un petit peu différentes, puisque là, on est toujours à partir de 6 mois, mais on s'arrête à 2 ans. Mais effectivement, on est encore avec nos publics prioritaires, puisqu'un contrat de pro pour un public prioritaire peut durer jusqu'à 3 ans de contrat. Donc là, un petit focus sur la durée de la formation. Donc encore une fois, en mettant en parallèle contrat d'apprentissage, contrat de pro. Donc sur le contrat d'apprentissage, la formation, elle est supérieure à 25% de la durée du contrat. Sur le contrat de pro, elle est comprise entre 15% et 40% dans le bâtiment. Ce qui est une petite différence parce que là, du coup, on a une négociation, un accord de branche dans le bâtiment qui fait qu'on peut pousser jusqu'à 40%. Sans accord de branche, on était à 25%. Donc du coup, effectivement, là, on voit la petite différence de durée de formation par rapport au contrat. Alors, si je continue, là, on commence à rentrer dans les critères qui sont importants à prendre en compte pour une entreprise. Il y a des différences de rémunération de l'alternant, que ce soit en fonction du contrat d'apprentissage ou du contrat de pro. Donc, rapidement, en fait, sans rentrer dans les détails, mais effectivement, comme vous pouvez le voir sur le contrat d'apprentissage pour les moins de 18 ans, ah oui, et la différence aussi entre les deux contrats, c'est qu'on va avoir effectivement sur un contrat d'apprentissage une rémunération en fonction du cycle de la formation. C'est-à-dire qu'une formation qui va durer 2 ans, la rémunération peut varier sur les 2 ans, va varier sur les 2 ans. Alors que ce n'est pas le cas sur le contrat de professionnalisation. Donc sur les moins de 18 ans pour le contrat d'apprentissage, on aura sur, par exemple, une formation qui dure 3 ans,
40% du SMIC, 50% du SMIC et 60% du SMIC. Donc première année 40%, deuxième année 50% et troisième année 60%. Pour une personne de 18 à 20 ans, on va passer de 50, 60 à 70% du SMIC. Pour une personne de 21 à 25 ans, on va être à 55, 65, 80% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Là, on commence à avoir un petit peu des spécificités du bâtiment. Dans le sens où, à partir du moment où il y a des accords de branche sur les salaires, la rémunération sera en fonction du salaire minimum conventionnel. Et donc, juste pour effectivement pour définir si on est sur le SMIC ou le salaire minimum conventionnel, ça sera toujours celui qui sera plus intéressant pour le jeune en fait. Et puis pour les plus de 26 ans, là on se retrouve à 100% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Sur la partie contrat de pro, juste pour revenir un petit peu en arrière, merci. Là où la différence elle va se faire à la fois sur l'âge de la personne, mais aussi sur le niveau d'études. C'est-à-dire que là, par exemple, entre une personne de 16 à 20 ans qui a un titre, qui a un titre ou un diplôme inférieur au bac, on aura une rémunération de 65% du SMIC. À partir du moment où la personne a un diplôme supérieur au bac, elle sera à 75% du SMIC. La même chose pour une personne entre 21 et 25 ans, avec un diplôme inférieur au SMIC, on aura une rémunération de 80%. Et pour une personne de 21 à 25 ans avec un diplôme supérieur au bac, elle aura une rémunération de 90%. Donc vous voyez, il y a quand même des différences en fait, entre les deux contrats sur le montant de la rémunération. Et les personnes de 26 ans, là on sera inférieur puisqu'on est à 85% du salaire minimum conventionnel, ce qui est plus bas que celui en contrat d'apprentissage. C'est ce que je vous disais en fait, du coup pour résumer un petit peu sur la partie rémunération, donc en fonction du contrat, la rémunération dépend du secteur d'activité, de l'entreprise, du diplôme visé et de l'âge de la personne. Donc les aides de l'alternance, je pense ce qui peut vous intéresser aussi ce soir. Les aides de l'alternance, elles sont les mêmes qu'en 2023 et a priori, en tout cas, valables jusqu'à la fin 2024. On est aujourd'hui sur une aide unique en fait à l'alternance et donc quel que soit le diplôme, là, que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, l'employeur en fait qui décide d'embaucher aujourd'hui un apprenti aura une aide unique de 6 000 € en fait pour dès la première année du contrat d'apprentissage ou du contrat de pro. Si c'est sur un contrat d'apprentissage, effectivement, ce sera quel que soit l'âge de l'apprenti. Si c'est sur un contrat de pro, il y a quand même une limite. C'est-à-dire qu'on est uniquement sur un alternant de moins de 30 ans. Ce qu'il faut savoir en fait par rapport à ces aides, c'est qu'il y a effectivement des aides complémentaires pour les travailleurs RQTH. Donc là, en fait, il est possible en contactant l'AGFIP, puisque c'est eux qui gèrent ces aides-là, de pouvoir bénéficier d'une aide complémentaire qui est en fonction de la durée du contrat et en général à partir du 6e mois. Donc ça, je vous invite à, de toute façon, si vous êtes effectivement dans ce cas-là, à contacter directement l'AGFIP pour connaître les aides, les montants des aides. De la même façon, sur le contrat de pro, il y a des aides complémentaires, puisque là, on est sur un public demandeur d'emploi pour les personnes de 26 ans et plus. Donc France Travail, en fait, plafonne une aide à 2 000 € pour ces personnes-là, ce public-là. Et puis, l'État, en fait, pour les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans, verse aussi une aide complémentaire de 2 000 €. Donc là, encore une fois, c'est géré par France Travail. Donc je vous invite à contacter France Travail si vous êtes intéressé par ces aides-là. Et par rapport aux différentes aides, on a effectivement la possibilité de cumuler les aides. En fait. C'est-à-dire que l'aide de 6 000 € peut être cumulée à l'aide de l'apprenti RQTH ou peut être cumulée aussi effectivement aux personnes demandeurs d'emploi. Alors les autres aides qui sont disponibles, toujours en fonction, différentes en fonction du contrat, les aides que vous connaissez j'imagine déjà, il y a la première qui est celle pour le maître d'apprentissage. C'est une aide qui est versée par Constructis, en fait, qui, du coup, permet en fait, à l'entreprise d'avoir une aide de 250 € net de taxes par an, par entreprise. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça.
Et du coup, en fait, c'est quel que soit le nombre en fait, de contrats d'apprentissage dans l'entreprise, vous avez droit uniquement à une fois cette aide à partir du moment où il y a un CAP dans l'entreprise. Pour le contrat de professionnalisation, l'aide est un peu plus importante puisque là on est sur une aide de 230 € par mois pour 6 mois. Donc on va pouvoir effectivement avoir une aide qui se rapproche des 1 380 € par contrat. La différence quand même par rapport à ces deux aides, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas d'obligation pour les maîtres d'apprentissage d'être formés en entreprise pour pouvoir bénéficier de l'aide de 150 €, ce qui n'est pas le cas pour les contrats de pro, où là, il y a vraiment une obligation de formation du tuteur. Sur les modalités de prise en charge de la formation, donc forcément, effectivement, les coûts de formation sont pris en charge par Constructis. Concernant le contrat d'apprentissage, les coûts de prise en charge sont fixés par France Compétences avec effectivement le travail en collaboration avec les branches professionnelles. Et donc ce sont des contrats qui sont des prises en charge qui sont spécifiques à chaque diplôme ou titre professionnel. Donc là on n'a pas du tout la main Constructis n'a pas la main pour valider les montants de prise en charge puisque ce sont des montants qui sont décidés par France Compétences, donc par l'État. Les prises en charge sur le contrat pro, c'est un petit peu différent parce que là ce sont les conseils d'administration de Constructis qui décident des montants de prise en charge et ce sont des forfaits en fait. C'est-à-dire des forfaits, c'est-à-dire que le maximum de prise en charge de la formation, c'est-à-dire que pour les formations qui sont dites techniques, c'est-à-dire maçon, plombier, etc., le forfait de Constructis est de 13 €. Donc si la formation par exemple coûte 10 €, l'entreprise touchera 13 € parce que c'est un forfait. Après, sur les autres métiers, donc engin, on est à 16 € de prise en charge, et tertiaire, c'est-à-dire tertiaire, on est sur tout ce qui est gestion, management, communication, on est à 7 € de prise en charge. Ce qu'il faut ajouter en fait par rapport à ces prises en charge, c'est qu'effectivement, si on est encore une fois sur un public prioritaire, il y a une prise en charge qui est de 6 € supplémentaires par heure. Et si on est pour des entreprises de moins de 11 salariés, on retrouve encore une prise en charge supplémentaire de 6 € par heure de formation. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, sur le contrat d'apprentissage, il y a aussi la possibilité de prendre en charge les frais annexes. Donc les frais annexes, ce sont les frais d'hébergement, de restauration, les frais de premier équipement pour la première année et les frais de mobilité s'il y a des mobilités à l'international.